Ok. Donc, avec l'autorisation du coordinateur de la vitrine RSE, je ne le vois pas dans la salle, mais je pense que la pause était de juste 5 minutes. Et nous pourrons donc commencer, si vous le voulez bien. Et selon le programme, nous avons 45 minutes pour pouvoir dérouler nos travaux. D'accord? Donc, et je suis donc Sanou Bakari Omer. Je suis directeur du cabinet d'études Legia Consulting, qui opère donc dans le domaine des études, dans le domaine socio-économique et dans le domaine des formations, donc en termes de renforcement des capacités des acteurs de la société privée et des sociétés publiques. Au-delà de tout, je suis également enseignant d'université, notamment dans des universités privées de la place, et je suis doctorant à l'université Radboud, donc aux Pays-Bas, sur les questions liées à la sociologie du développement. Donc je suis en plein dans la thématique qui sied et qui m'intéresse beaucoup. Et je pense que déjà, depuis ce matin, il y a eu beaucoup d'échanges en lien avec la thématique de la RSE, qui sont donc un pilier, un levier de développement. Donc, sans trop tarder, nous avons beaucoup à dire avec un peu de temps. Donc, je vais essayer d'être concis, sachant que nous avons 3 panélistes. Nous avons 45 minutes à manager, c'est pas simple. Et chacun d'eux, bien sûr, va pouvoir passer... vous présenter l'économie de ces réflexions liées à la thématique que je pense vous avez eu l'occasion de lire sur le programme, qui est comment la RSE peut susciter le développement durable. Donc c'est une grande question, parce que quand on parle de développement durable, tout le monde le sait, c'est une notion clé, fondamentale et au cœur des échanges et des débats actuels, tant il faut en parler au regard de la question liée à l'environnement, au regard de la question climatique, au regard des enjeux sociaux et économiques, pour savoir mais dans quelle direction nous allons. Et je pense que vu que la RSE est un levier, un outil pour pouvoir booster quelque peu le développement avec tous les acteurs des parties prenantes, nous devons ensemble trouver les voies et moyens pour assurer le futur et le développement de la génération à venir. Voilà, donc sur ce, je vais rapidement introduire le doyen qui est à mes côtés. Monsieur Yen, Jonas Yen, qui n'est plus à présenter parce que je le connais particulièrement personnellement, pour avoir mené des travaux d'études avec lui, je suis passé à son bureau. Donc, Monsieur Yen est le directeur des programmes de l'ONG ORCAD. Il est anciennement aussi président du Conseil national des OSC du Burkina Faso. Donc, c'est dire à quel point Monsieur Yen est ancré dans les questions liées non seulement à la RSE, à travers l'ONG ORCAD, qu'il dirige quelque peu, et aussi à travers ses actions liées à la société civile. Donc c'est un grand acteur de développement qui est à côté de nous. Nous allons lui demander de rapidement, en tout cas en 10 minutes, de jouer avec le temps que je lui donne. Je vais être à ses côtés pour lui rappeler les délais, pour qu'on puisse en tout cas atteindre ensemble les objectifs de ce panel. Merci bien, Monsieur Yen. Voilà, vous pouvez. On va partir sur la base de 10 minutes. S'il y a possibilité de négocier, on le fera. Sinon, on s'arrête là-bas. Alors, nous sommes en train de discuter d'un sujet qui est très controversé. J'ai participé à plusieurs rencontres internationales sur la RSE. Je ne suis pas revenu avec quelque chose qui met tout le monde d'accord. Chacun y va de ses éléments constitutifs de la RSE. Une anecdote, à une rencontre internationale, il y avait un conseiller technique du ministre des Mines de la République de Guinée qui, au dernier jour, a pris la parole pour demander pardon à l'Assemblée en disant « C'est mon ministre qui m'a envoyé ici. Si je repars, il faut que je lui fasse un rapport. » Or, depuis que ça a commencé là, chacun vient, il dit sa chose, chacun vient. Je ne sais même pas ce que je vais écrire pour mon ministre. Parce que moi-même, je ne comprends pas. Donc, ça voudrait dire que c'est un débat contradictoire. C'est ce que nous allons faire également, selon notre compréhension.
Et c'est même naturel. Entre le jour et la nuit, c'est ça qui fait l'harmonie du monde. Donc, plusieurs idées feront l'affaire. Mais avant d'aller, je voudrais répondre à une question tout à l'heure qui est restée en suspens, sur la question des paiements sociaux volontaires ou l'assistance. En réalité, c'est des jeux de mots, il ne faut pas se casser la tête. C'est aussi la RSE. C'est tout ce que les entreprises payent, qui ne rentrent pas dans les obligations de l'État, que l'on peut évaluer en dehors des éléments de RSE comme les concertations, l'information, soit on soutient des projets de développement, soit on reverse l'argent au profit des collectivités. Tout ça, comptabilité, c'est l'argent que les entreprises sortent, c'est des paiements qu'ils font de façon volontaire, non liés à des obligations légales ou contractuelles. C'est tout simplement cela. Donc, en fait, c'est la RSE. L'histoire dit que la RSE est partie de revendications d'ONG, des religieux et surtout d'ONG qui sont dans le domaine de l'environnement. Au regard du fait que des entreprises d'envergure nationale avaient tendance à mettre de côté les questions d'éthique pour ne regarder que leurs gains, leurs affaires, et par conséquent portent préjudice à la communauté au plan social, au plan environnemental, au plan économique. Donc, elles ont demandé, sachant que ces entreprises-là, leur activité perturbe leur mode de vie, d'adopter de bonnes pratiques dans leurs affaires. Alors, ici, la question, on nous demande de dire si la RSE peut susciter le développement. Alors, ça veut dire quoi, susciter le développement? Quand on regarde, on peut dire ça de plusieurs façons. Est-ce que la RSE peut inspirer le développement? Est-ce que ça peut provoquer le développement? Est-ce que ça peut favoriser le développement? Est-ce que ça peut encourager le développement? On peut dire ça de plusieurs façons. Mais quand on dit développement aussi, c'est quoi? Ou bien quand on dit qu'on est développé, ou bien un pays est développé, parce que c'est des carcans qui nous sont beaucoup apportés ici. Alors, dans ce cas, ici, ce que nous retenons tout simplement, c'est de dire qu'il faut passer d'une situation de mauvaise qualité de vie d'une population à une situation de vie nettement meilleure. Donc, qui crée la joie au sein de la population, c'est-à-dire son épanouissement. Parce que le stade ultime d'un développement, c'est l'épanouissement. Ça veut dire que quand vous rentrez dans un village, dans un pays, dans une communauté, vous voyez que les gens sont contents. Pour un rien, ils rient. Ils sont dans la joie parce qu'ils ont un minimum de conditions de vie, y compris les questions environnementales. C'est la joie. C'est ça le développement. Ce n'est pas forcément les gratte-ciels. Donc, un pays que l'on peut qualifier de développé, c'est de ça qu'il s'agit, où les habitants ont la joie de vivre, parce que le maximum de conditions de vie existent à leur grande satisfaction, au plan de la santé, au plan de l'éducation, au plan des infrastructures, au plan culturel, au plan économique, au plan agricole, ça veut dire que vous mangez à votre faim, au plan sécuritaire, votre pays est sécurité, votre village est sécurisé, au plan industriel, parce qu'il y a un minimum quand même qui emploie des gens et qui fait tourner l'économie. Donc, il est ici question donc, de développement durable. Alors, quand on dit développement durable, en français facile, ça veut dire un développement qui dure. Il ne faut pas aller chercher loin. Et un développement qui dure, on dit que c'est un développement qui répond aux besoins des générations présentes, sans chercher à comprendre les générations qui vont venir, et que les générations qui vont sur qu'elles vivent d'amélioration en amélioration dans leurs conditions de vie.
Or, pour maintenir un tel état de fait, il faut garder un environnement physique favorable à un tel processus. Parce que comme on le dit, l'environnement, c'est la vie. À titre d'exemple, on ne peut rien construire de durable dans la déforestation. On ne peut rien construire de durable dans la pollution, dans la destruction de l'environnement sans mesure de restauration conséquente, sans un environnement de vie sain. C'est pourquoi on lie toujours le développement durable aux questions de l'environnement. Parce que l'environnement est effectivement la base de tout. Alors, on demande de dire si la RSE peut être pris pour exemple de bonnes pratiques pour construire une population épanouie. La question qu'on nous a posée, c'est comme ça que j'ai compris. Est-ce que la RSE peut susciter le développement? Ça veut dire que est-ce qu'on peut s'inspirer des bonnes pratiques de la RSE pour construire un développement durable, pour construire une population épanouie? Car pour nous, quand on dit développement durable, le fil conducteur, c'est l'État. Et les autres acteurs sociaux, organisations de la société civile, secteur privé, tout le monde greffe à la voie tracée par l'État et chacun apporte sa contribution pour qu'on aboutisse à un développement durable. Donc, je comprends que, est-ce que l'État peut faire comme les entreprises font, de sorte que tout ce qu'il va réaliser comme projet de développement, ça puisse durer? Parce qu'au niveau des entreprises, ils ont des pratiques qui visent à faire durer le plus longtemps possible leur entreprise. Donc, est-ce qu'on peut s'inspirer de cette manière de faire au niveau des entreprises en matière de RSE? Alors, comme je disais tantôt, comment on peut comprendre la notion de RSE? Pour qu'on arrive à se demander, est-ce que l'État peut s'inspirer, ou une collectivité territoriale peut s'inspirer de leurs pratiques pour bâtir une politique et des stratégies de développement durable? Alors, la pratique de RSE existe ou devrait exister dans toute entreprise. Mais je vais mettre l'accent ici sur le secteur des industries extractives que je connais le mieux, tout en faisant des balances vers d'autres secteurs. Je sais aussi, quand on parle de RSE, il y a plusieurs volets, surtout dans le domaine minier. Il y a les questions liées à l'information à l'endroit des communautés impactées, c'est un élément de RSE. Il y a la concertation avec les communautés impactées, c'est un élément de RSE. Il y a aussi l'implication des travailleurs dans la gestion de l'entreprise minière, c'est un élément de RSE. Mais ce que les gens connaissent le plus quand on parle de RSE au Burkina ici, ce sont les constructions d'écoles, des dispensaires, de forages, que les sociétés minières font pour les communautés, en appui aux collectivités et de façon générale à l'État burkinabé. Alors, donc, comme je disais tantôt, c'est un concept qui est controversé. On n'est pas arrivé à avoir une définition univoque qui met tout le monde d'accord et chacun y va de sa compréhension. Ce que les gens connaissent aussi le plus, c'est que la RSE est volontaire. Alors, la RSE est volontaire, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'en plus des obligations légales, en plus des obligations contractuelles édictées par l'État ou par un État, les entreprises de leur fait intègrent les préoccupations des populations impactées, les questions environnementales, les préoccupations d'ordre social, l'écoute et la bonne gestion de leurs employés. Et quand on dit volontaire, il y a un mot qui est beaucoup utilisé, même au plan international, c'est le terme encouragement. Par exemple,
Au plan environnemental, on dit l'entreprise est encouragée à réduire les effets négatifs sur l'environnement pour ne pas compromettre la vie des populations. Donc, il faut bien gérer les produits dangereux, réduire les émissions de gaz à effet de serre, bien gérer les déchets, les parcs à résidus, préserver l'écosystème, prendre la vie des travailleurs, etc. Au plan social, on dit on vous encourage à respecter les droits humains, les droits des communautés, en dehors de ce que la loi dit, faire des réalisations de temps à autre pour les populations impactées. Mais en réalité, à la fin, la pratique de RSE vise à soigner l'image de l'entreprise. L'entreprise voudrait se faire accepter par la communauté, par la clientèle, par les institutions de financement, par le gouvernement en place, etc. Alors donc, si on part sur ces considérations, on comprend que l'objectif est de faire en sorte que l'entreprise dure le plus longtemps possible et évolue de bonne performance en bonne performance. Donc, en disant ou en demandant si la RSE peut susciter le développement, on veut dire, est-ce que l'État ne doit pas se comporter comme les entreprises commerciales en intégrant dans ses politiques des programmes de développement, ces pratiques-là, comme je le disais tantôt. Alors, si on a cette compréhension, il s'agira de dire que la RSE permet le développement durable de l'entreprise. Donc oui, on peut s'en inspirer pour un développement durable. Mais là où je voulais insister, c'est que la RSE, du fait même de son caractère volontaire, est une action ciblée. Dans le domaine des mines, par exemple, quand on prend la RSE dans le domaine minier, la mine de Houndé fera la RSE dans sa zone d'influence, dans sa zone d'implantation. Elle n'ira pas intervenir à Gawa parce que son activité n'impacte pas l'activité de Gawa. S'il y a des dons à faire dans le cadre de la RSE, ce sera dans sa zone d'influence. Alors donc, cette limitation déjà ne permet pas de dire, comme certains le pensent, parce que quand on entend, surtout à l'extérieur, quand vous entendez certaines entreprises, on a fait telle chose au Burkina Faso, on a fait telle chose pour contribuer au développement. Alors que c'est dans un rayon bien précis. C'est pourquoi nous disons, tout ce qu'elles font, ce qui doit nous inspirer, c'est leur bonne pratique en tant qu'État, pour que les politiques nationales qui couvrent l'ensemble du territoire national s'en inspirent comme si c'était une entreprise privée. Et étant donné que dans l'administration publique, on entend dire que ce n'est pas le champ de mon père. Alors, pour sortir de ce n'est pas le champ de mon père, il faut se comporter comme dans une entreprise privée, parce que dans l'entreprise privée, on ne dit pas que ce n'est pas le champ de mon père, parce que plus l'entreprise dure, plus que vous-même, vous vous construisez et vous aidez à construire le pays. Donc, on peut bel et bien s'inspirer de bonnes pratiques, comme dans les entreprises, en tant qu'État, pour faire le développement durable. Je peux conclure. Voilà. Un certain nombre d'éléments que je vais sauter pour aller à la fin, qui répond à une question que j'avais entendue tout à l'heure. Si vous prenez le Code minier de 2024, tout ce qui relevait de la RSE, en termes de construction d'infrastructures au profit des populations, ça a été intégré dans le Code. Et le Code dit que désormais, les entreprises minières ont l'obligation de mettre en place et de mettre en œuvre un plan de développement communautaire au profit des communautés. Ça veut dire ce que vous disiez avant, que c'est volontaire là. Si vous voulez, vous construisez les écoles ou pas là. Maintenant là, on l'a rendu obligatoire. Et quand ça devient obligatoire, ce n'est plus RSE. Ça rentre dans les obligations contractuelles avec l'État. Donc on peut bel et bien, et c'est ce que nous avions toujours dit, tout ce que relève de volontaire là. Surtout quand on vient prendre vos villages, on vous déplace, on enlève même les tombes de vos parents.
on ne peut pas se permettre de vous dire quelque chose est volontaire. Si on veut, on fait. Si on veut, on ne fait pas. Donc, le code de 2024, il y a beaucoup de choses qui relevaient de la RSE avant qu'on a mis dedans. Voilà. Maintenant, les Traoré, là, ils ne peuvent plus nous dire que c'est volontaire. C'est obligatoire. Et maintenant, on va mettre les mécanismes pour suivre. Ce qu'ils ne voulaient pas faire avant, ils vont le faire maintenant. Merci. Voilà, enfin ça donne. Je pense que le technicien avait fait exprès de couper le micro. Voilà, d'accord. On tient à remercier M. Jonassien. Veuillez l'applaudir encore plus pour ce brillant exposé. Donc, on va essayer d'aller un peu plus vite. On va revenir un peu plus tard sur les synthèses des aspects qui ont été donnés par M. Jonassien. Très, très intéressant d'ailleurs comme présentation. Et sur ce, j'ai à mes côtés M. Sommet. M. Anselme Sommet, qui est inspecteur technique des services auprès du ministère de l'eau, de l'assainissement, voilà, donc, et de l'environnement également, donc il touche tous ces secteurs-là. Et ici, il faut présenter M. Yen comme un expert, M. Sommet, pardon, comme un expert en gestion environnementale, occupant le poste d'inspecteur technique des services au ministère de l'environnement, de l'eau, de l'assainissement depuis 2025. Depuis 2025, plus précisément le 18 juin 2025. Il est titulaire d'un master professionnel en sciences et technologies, spécialité catastrophe. Il possède également une expertise approfondie en protection de l'environnement, d'accord, gestion des ressources en eau et assainissement. Il a été auparavant chargé d'appui technique auprès du directeur général de la conservation de l'environnement. Et aujourd'hui, il faut également noter qu'au-delà de ça, il a été chef de service prévention des pollutions et nuisances. Donc, il a eu à sa casquette beaucoup de liens, beaucoup de points en lien avec l'environnement et l'assainissement, comme vous avez constaté. Et je ne pourrais pas continuer de le présenter tant il a eu une brillante carrière et ça dénote de sa présence parmi nous aujourd'hui. Et donc, il faut entendre déjà, quand on a entendu développement durable, on a entendu à travers les propos du doyen et Jonassien que l'environnement était pris en compte. Donc, Monsieur Sommet va nous édifier autour de la question de l'environnement, comment on peut travailler à ce que la RSE suscite le développement durable en tenant compte de l'environnement. Voilà, vous avez la parole, M. Sommet. Merci. Bonjour, chers toutes, chers tous. C'est un honneur pour moi d'être à cette tribune pour échanger avec vous sur le thème RSE et développement durable. Je crois que tout a été dit, hein, et je vais aller très vite. Le docteur Hosseini a déjà tout balayé. Mon parent Yen a fait des contributions, juste des contributions, et nous allons essayer d'échanger là-dessus. Voilà, donc la RSE, c'est un concept innovant, ça il faut le dire, c'est nouveau. Et qu'est-ce que je peux dire de cela? La RSE, ce n'est pas la mise en œuvre du PGS, un plan de gestion environnementale et sociale, c'est différent. La RSE, ce n'est pas aller faire des dons de plans ou bien de choses. C'est toute une démarche. C'est exactement comme c'est comme si vous voulez certifier une société. C'est tout un processus. Docteur Tamboura l'a si bien dit. Donc c'est une démarche. Bon, au jour d'aujourd'hui, les sociétés font des actions qui disent bon, c'est RSE, mais en réalité, ce ne sont pas. Et si ça devenait véritablement de la RSE, vraiment, ça allait véritablement contribuer au développement durable du pays. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup d'unités industrielles. Voilà, on a beaucoup d'unités industrielles. Et si chacune de ces unités-là réussissait à mettre en place la démarche RSE, j'avoue que le pays n'allait pas être là où nous sommes. Voilà. Il ne serait-ce que les sociétés minières seulement. Donc, le Burkina Faso, à l'instar des autres pays africains, a mis en place, depuis 2014, de nombreuses initiatives réglementaires et volontaires en faveur de la RSE. Notamment la loi 008-2014. À son article 14,
ça donne des orientations aux entreprises de pratiquer, de faire la promotion du développement durable à travers la RSE. Mais ça n'a pas un aspect contraignant. Peut-être que si nous voulons que ça soit obligatoire, en ce moment-là, nous allons nous baser, nous allons viser sur cet article 14-là, et puis rendre ça obligatoire. Mais pour le moment, c'est volontaire. Donc, il y a 3 courants. Voilà, il existe 3 courants de la RSE. Il y a le courant sur l'éthique utilitariste. Il y a le courant sur l'éthique des affaires héritées du paternalisme. Et il y a le courant sur l'approche des parties prenantes ou le juste milieu des 2 premiers courants. Donc, c'est pour dire que nous allons ensemble, nous allons essayer de voir en quoi ça peut vraiment susciter le développement durable. Tout simplement, je dirais oui, ça participe au développement durable parce que les piliers même de la RSE, ce sont les fondements du développement durable, à savoir l'environnement, le social, l'économie, on peut par moment ajouter la gouvernance, ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que si une société fait la RSE, elle fait forcément du développement durable. Mais malheureusement, comme je le disais tantôt, c'est récent, c'est innovant. Le Burkina, les textes réglementaires sur lesquels on peut se baser pour parler de la RSE, on a par exemple sur le plan international, on a le Global Reporting Initiative, qui nous parle du référentiel d'indicateurs de mesure de l'avancement des programmes et développement durable des entreprises. Ça, c'est les Nations Unies en 1997. On a le Global Compact des principes touchant les droits de l'homme, l'environnement et la lutte contre la corruption, Nations Unies de 2000. On a les lignes directrices pour tout type d'organisation cherchant à assurer ces impacts. ISO 26000, voilà, 2010. Et également, sur le plan international, on a toujours le référentiel juridique des pays de l'OADA, 2010. Et on a l'avis 009-2019 de l'UEMOA portant sur la déclaration de principes sur la RSE, voilà, dans les pays de l'UEMOA. Donc c'est pour dire qu'il y a des textes réglementaires qui essayent de baliser. Mais bon, en ce qui concerne le Burkina, on a le document même de la politique nationale de développement durable et on a la loi, voilà, qui essaie. Mais bon, comme l'a dit Dr Tamboura, une loi sans texte d'application, c'est difficile de parvenir à quelque chose. Donc c'est quand il y a les textes d'application qu'on peut véritablement aller à l'action. Bien, dans la préparation de cette communication, j'avais voulu partager avec vous quelques exemples d'actions de RSE pratiquées par certaines sociétés, certaines entreprises. Mais je vais vous dire une chose. La RSE est vraiment mal connue de tous. Pour avoir des informations sur la RSE, c'est une bonne pratique. Je vous jure qu'on vous demande de faire une lettre pour avoir des informations. Par exemple, les 3 dernières années, combien vous investissez. Donc ça vous montre jusqu'à quel point on n'a pas une parfaite connaissance de la RSE. Donc je prends par exemple l'ONEA, où je suis du ministère. L'ONEA investit par exemple plus de 100 millions dans la RSE. On a Simmetal par exemple, qui est une entreprise privée qui investit près de 40 millions. Et la CPB, que je connais très bien, parce que je suis administrateur là-bas, qui investit environ 1 million par an. Bien, donc la RSE c'est quoi? Pour ne pas me répéter, il ne suffit pas de décider, l'entreprise ne doit pas décider je vais aller construire des maternités ou bien des hôpitaux ou bien des routes, non. C'est-à-dire toutes les parties prenantes doivent être impliquées dans l'élaboration, c'est tout un projet. L'élaboration d'un projet qui va déboucher sur plan d'action, sur, comment dirais-je, un programme d'activité et budget, ensuite, comme on appelle, un tableau de bord, vraiment tout un ensemble d'outils
pour pouvoir vraiment s'attendre à une mise en œuvre efficace. Pourquoi des démarches RSE par les entreprises? Comme impact, on a la vision à long terme. On a la bonne réputation de l'entreprise. On a la motivation et la productivité, Dr Tamboura l'a dit. On a la pérennité, parce que la pérennité, tout simplement, lorsque une entreprise est en osmose avec les populations riveraines, donc elle est sûre de fonctionner pendant 99 ans. On a l'innovation et la compétitivité, et on a la fidélité, croissance, et surtout l'anticipation. Bien. Parlant des insuffisances, des challenges et puis les insuffisances concernant la RSE, je pourrais dire la non-maîtrise du processus de mise en œuvre de la RSE. Vous allez voir des grandes entreprises qui brassent des milliards par an, mais qui ne savent pas comment est-ce qu'il faut procéder pour mettre en œuvre la RSE. Surtout la réticence. Parmi ces entreprises-là, à la réticence. Chez elles, c'est un inconnu. Voilà, on a peur d'y aller au risque d'engloutir beaucoup de sous. Pourtant, on peut en gagner beaucoup. Comme l'a dit Dr Tamboura, si vous pratiquez la RSE, vous êtes éligible au fonds vert climat, vous êtes éligible, même les organisations de Bretton Woods. Si vous pratiquez pas la RSE, c'est difficile d'avoir un prêt là-bas. Il y a aussi l'inaction. Il y a une demoiselle qui avait posé la question de savoir quelle peut être la contribution des associations. Effectivement, le docteur a dit que l'association même doit pratiquer la RSE. Mais si vous êtes association dans une localité où il y a une entreprise, il faut agir, il ne faut pas être inactif. Donc c'est l'inaction même des parties prenantes qui fait que les entreprises n'arrivent pas à mettre en place la démarche RSE. Et pour terminer, je dirais que la RSE pourrait être une solution efficace pour le développement durable de nos pays, par exemple. Cependant, pour une mise en œuvre réussie et une démarche RSE une mise en œuvre bien efficace de la RSE, il faut d'abord le diagnostic ou état des lieux, identification des parties prenantes, structurer son engagement RSE, équipe projet par exemple, c'est ce que le docteur avait dit. On peut prendre par exemple un CRH pour que il dirige. Plan d'action, c'est-à-dire priorisation des projets, activités, indicateurs, collaborateurs. Il faut définir ces collaborateurs-là. Il faut valoriser les engagements, impulser. Le DG doit être vraiment très présent. Un comité RSE doit être mis en place. Il faut sensibiliser et former. Un appel ou des experts ou spécialisés. La question avait été posée, quelle est la contribution des cabinets? Effectivement, généralement, c'est les experts qui accompagnent les entreprises dans la mise en œuvre de la RSE. Donc, la RSE, c'est l'affaire de tout le monde. Je vous remercie. Je tiens à remercier le panéliste, M. Sommet, pour le respect du timing. Voilà, il a été très concis. Ça va nous permettre d'aller un peu plus vite. Et sur ce, je vais introduire notre prochain panéliste qui est M. Bassouri Traoré. M. Bassouri Traoré est directeur de la performance sociale auprès de la mine de Mana. La mine de Mana qui est exploitée par Endeavour Mining. Voilà. Donc, il va de soi que c'est l'un des plus grands producteurs d'or au Burkina Faso. Il conçoit et met en œuvre des programmes de développement communautaire, assurant un impact positif des activités minières sur les populations locales. Donc, il est en plein dans sa matière
et il a beaucoup à nous apporter, notamment il pourra nous démontrer comment les mines impactent à travers le RSE sur les communautés locales et sur le développement durable. Donc sans trop tarder, je passe la parole à M. Traoré pour 10 minutes édifiantes. Merci. Merci bien, monsieur le modérateur. Ici, je représente la Chambre des mines du Burkina. Je suis le président de la commission RSE Communication et de la Chambre des mines à mon second mandat. Je pense que mon mandat prend fin à la fin de ce mois. Et c'est un plaisir pour moi de partager avec vous cette thématique. Mais de ce qui m'avait été dit, on devait être 4 panélistes, l'ITIE. Et dans ma présentation, j'avais évité de revenir sur des chiffres parce que l'ITIE était mieux placé pour nous donner les chiffres exacts des investissements au niveau des compagnies minières. Quand vous prenez le rapport ITIE 2023, c'est des chiffres justes, vrais, et dont chacun peut se retrouver, peut aller trouver le coût des investissements des compagnies minières. Nous, aujourd'hui, à la Chambre des mines, nous faisons confiance au travail de l'ITIE, dont nous avons nos panélistes qui représentent la société civile qui y participent. Donc, aujourd'hui, de plus en plus, nous ne prenons plus la parole pour dire « voici ce que nous faisons ». Nous laissons à l'ITIE, nous laissons aux gens de dire « qu'est-ce que nous faisons ». Et pour ce qui est du domaine de la RSE, Da disait tout de suite que certaines choses qui étaient volontaires pour nous sont devenues des obligations. Je voudrais juste rappeler que de plus en plus, ou depuis très longtemps, et ces obligations aujourd'hui dont l'État vient d'en faire, mettre ça sur un document, pour nous c'était volontaire. Et nous, on ne parle plus de RSE dans le domaine minier, nous avons évolué, nous sommes maintenant dans le développement durable. Parce que cela est intégré depuis longtemps, nous ne cherchons plus à faire ce qui est volontaire. Et nous disons même que la RSE est obligatoire. Dans l'aborder, le panéliste l'a abordé. Pour nous, la RSE, c'est tout ce qui est obligation et tout ce qui est volontaire, tout ce qui permet d'améliorer, de garder la licence sociale d'opérer. C'est cela nous apprenons aux membres de la Chambre des mines du Burkina. Et la RSE, elle est vraiment ancienne. Mais si nous voulons vraiment maintenir notre licence sociale d'opérer, il est tout à fait normal que nous dépassons ce concept de volontarisme. Et voilà l'État qui vient de légiférer, mais de pouvoir mieux s'installer, vivre en harmonie. Donc, je ne vais pas tarder sur la définition de la RSE ou du développement durable, parce que vraiment, on est venu là-dessus. Mais les 3 composantes qui sont la préservation de l'environnement, la transparence, la gouvernance et la prise en compte des parties prenantes, c'est les 3 volets que nous connaissons, économie, sociale et puis environnement. De plus en plus, comme je l'ai dit, nous sommes dans le développement durable et pour chaque compagnie minière aujourd'hui, notre RSE, c'est le social, c'est l'environnement, c'est la gouvernance. Dans la gouvernance, nous avons beaucoup de choses. Nous avons l'éthique, nous avons la santé, sécurité de nos travailleurs, nous avons nos obligations fiscales, nous avons également les ressources humaines, nous avons les fournitures locales. Nous avons toutes les bonnes pratiques aujourd'hui qui permettent de nous faire accepter par les communautés qui nous ont donné des terres afin de produire et de garantir le développement local. Donc, pour certaines compagnies minières, c'est vraiment ça. Donc, nous sommes tous ancrés aujourd'hui dans le concept de développement durable. Les objectifs, les 17 objectifs qui ne sont plus une appartenance en un pays, mais c'est onusien. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous évoluons. Et c'est de la RSE, comme les gens aiment le dire, c'est un peu des mots politiques de nos jours, de plus en plus, mais nous sommes beaucoup plus ancrés dans le développement durable. Et je disais aujourd'hui que vraiment, pour nous, c'est maintenir la licence sociale d'opérer. Donc, ça va de ce que les parties prenantes, qui sont nos communautés qui nous ont reçus, demandent. Ça va de ce que nous-mêmes, nous pensons être nécessaire, les bonnes pratiques, pour être mieux acceptés, plus acceptés. Et ça va également dans le respect des droits ou des règles internationaux. Voilà. Donc, tout cela, on met ensemble pour pouvoir travailler en bonne intelligence avec les communautés. Donc, il y a des valeurs, et sans oublier que
généralement les compagnies minières, où la plupart sont cotées en bourse. Et quand vous êtes coté en bourse, si vous voulez avoir des investisseurs, des bons investisseurs, il est tout à fait normal que votre RSE soit prononcé. Donc quand on regarde tous vos investissements envers le social et que ça laisse à désirer, vous comprendrez qu'il ne sera pas tout à fait facile. Donc aujourd'hui, nous travaillons à ce que, de manière sur le volet de l'environnement, nous puissions d'abord respecter tout ce qui est réglementation, loi, obligation, donnée lors de l'étude d'impact environnemental et social pilotée par la NEV. Au-delà de cela, tout ce que nous avons accepté dans cette étude ou dans le plan d'action de l'installation soit bien fait et mieux fait, mis en œuvre, disons, et c'est ainsi que, voilà, nous sommes sûrs de pouvoir maintenir notre licence sociale d'opérer. Donc, nous n'attendons plus aujourd'hui. Avant, on attendait les pressions des communautés, de la société civile. Non, aujourd'hui, une compagnie responsable minière, nous n'attendons plus cela. Nous sommes aujourd'hui fiers d'être critiqués, parce que quand tu es critiqué, ça t'amène à mieux faire. Ça t'amène à... je pense que Jonas est témoin. Il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans, il avait son sac au dos, il s'est promené dans les zones minières. Aujourd'hui, je pense que son message est compris. Le message de la société sociale est compris. Et aujourd'hui, toutes les minières, personne ne veut la bagarre. Chacun veut durer dans le temps et produire en paix. Donc, nous, comme je disais à quelqu'un, les compagnies minières, nous apprenons de nos erreurs et nous travaillons à être beaucoup plus performantes chaque jour. Donc, les déviés ici, c'est vraiment des éléments qui devraient être sortis par l'ITIE. Et je voudrais montrer un peu la part contributive des compagnies minières dans le développement durable de nos communautés ou de notre communauté. Donc, c'est pour dire que nous avons des leviers sur lesquels nous basons. Le premier, c'est, je dirais, c'est les impôts au niveau de que nous contribuons pour le développement de nos pays. Certes, c'est obligatoire, mais je dis une société responsable, c'est une société qui respecte d'abord la loi, ses obligations. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba en fait. Donc, ça ne sert pas de dire que je m'inscris dans le développement durable si j'essaie d'éviter les impôts. Donc, vous pourrez voir les documents de l'ITIE. Et les compagnies minières en 2023 ont contribué à 3 500 milliards en termes d'impôts au profit du budget de l'État. Et nous sommes un secteur pourvoyeur d'emplois. Nous sommes un grand secteur aujourd'hui pourvoyeur d'emplois. Il est tout à fait normal que nous développons les bonnes pratiques. Les compagnies minières ne sont pas les mêmes. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, les compagnies minières, avec l'accompagnement de l'État, nous travaillons sur des plans de succession. Les plans de succession, des bonnes mesures pour les femmes dans le secteur minier et également la mobilité des Burkinabés vers d'autres projets miniers d'un groupe pour permettre d'avoir des postes de responsabilité. Aujourd'hui, chaque compagnie minière, parce que les ressources, le capital humain est vraiment très important et il n'est pas facile d'avoir les bonnes personnes à la place qu'il faut. Pour le Fonds minier de développement local, qui est quelque part, pour nous, minières, une partie de notre responsabilité sociale, qui est aujourd'hui une obligation normale, et nous avons contribué de 2017 à aujourd'hui à 200 milliards de francs CFA. Notre RSE, hormis le contre le Fonds minier de développement local, c'est ce qu'on appelle, c'est tout ce que nous faisons à côté pour maintenir la licence sociale d'opérer. Il y a un objectif visé pour maintenir notre réputation, pour que nous soyons toujours une société que quelqu'un d'autre assis quelque part a envie d'acquérir. Vous savez que le domaine minier, c'est ça. Et nous, travailleurs, nous sommes peut-être mécontents quand on dit qu'il y a une société qui a acheté une autre, mais sachez que les actionnaires sont beaucoup plus contents de temps en temps quand ils vendent cette société à une autre société. Voilà, ça c'est cette loi comme ça. Donc, également pour les fournitures de biens et services, admettez qu'avec l'État, la nouvelle stratégie sur le contenu local, ça a permis de booster davantage les contributions jusqu'à environ 450 milliards de francs CFA. Mais il reste encore beaucoup de niches. Il est encore possible d'augmenter, de tripler ou de quadrupler ce chiffre-là, parce que jusqu'à présent, beaucoup vient de l'extérieur. Mais les sociétés minières sont dans une bonne dynamique d'améliorer et de faire du développement durable un véritable levier de réputation de notre compagnie. Et en 2023, bien produit 57 tonnes, 594 milliards à peu près, 14% du PIB et 75% des produits d'exportation.
Donc c'est un secteur qu'il faut compter avec. Mais ce que je voulais que vous reteniez, c'est que c'est un secteur qui est véritablement en expansion, c'est vrai, mais c'est un secteur qui a appris de ses erreurs, c'est un secteur qui s'améliore et c'est un secteur qui véritablement travaille dans le cadre du développement durable. Merci. Merci bien, Monsieur Traoré. On a été très édifié par les nombreux chiffres qui ont été donnés. Voilà, donc sur ce, je pense que rapidement, nous avons fini la phase des présentations des panélistes. Je vais faire une petite substance, un petit résumé. On va garder à l'esprit notamment les grands points des uns et des autres. Je pense que vous avez pris des notes, mais c'est important quand même que je revienne dessus en 2 minutes chrono. Je vais être très rapide. Et après ça, nous allons passer à la phase où vous allez poser des questions. Nous aurons, je pense, 10 minutes chrono. Là également, on va vous demander d'être bref et précis pour aller vite. Voilà, donc, Monsieur Doyen, le Doyen, c'est lui, Monsieur Yen et Jonas, je l'appelle comme ça. Donc, il a pris la parole, il nous a édifié notamment sur les définitions que nous devons avoir à l'esprit du développement durable. Parce que le développement durable, selon lui, c'est le bien-être des populations. Voilà, donc au regard donc des nombreux panels et conférences auxquels il a eu à participer sur la scène internationale, il a tenu à nous faire savoir que c'est des notions qui entraînent beaucoup de débats. Ça suscite beaucoup de débats. Il n'y a pas forcément des points d'accord, mais n'empêche, tous les points sont importants à donner, à être dits. Et donc c'est le lieu toujours de continuer les échanges. Et je pense que le lieu ici, c'est que vous puissiez également partager vos réflexions sur cette question et la définition que vous entendez du développement durable et également de la responsabilité sociétale des entreprises. Voilà. Au-delà de ça, il faut noter qu'il a tenu à nous dire qu'à un moment donné, on doit s'entendre que l'État soit impliqué dans la RSE. D'accord, et qu'on se dit que la RSE aujourd'hui, au regard donc des enjeux, au regard des lois, est une question qui doit être considérée comme obligatoire. Voilà ce qu'on peut garder rapidement, voilà, par rapport à ce qu'il a pu dire sur la RSE et son point de vue en tant qu'acteur de la société civile. Monsieur Sommet, donc, qui représentait le ministère de l'eau, de l'environnement ici présent, a bien voulu nous faire savoir que selon lui, la RSE c'est plutôt une démarche. Voilà, c'est une démarche et ça doit être considéré loin des actions d'éclat. Parce que ce n'est pas seulement construire une école, ce n'est pas seulement construire un centre de santé, ça va au-delà. C'est un processus qui doit impliquer beaucoup d'acteurs, les parties prenantes. Et sur ce, il a montré qu'au Burkina Faso, nous sommes ancrés dans une dynamique, en tout cas d'appui à ce que ça soit une réalité. Et c'est pour ça qu'il existe des dispositions législatives, notamment la loi 008-2024, qui en son article 14, il a bien dit, donne un certain nombre de contraintes, d'accord, pas d'orientation plutôt aux entreprises pour qu'ils aillent volontairement dans la dynamique d'appui et dans la dynamique du social pour apporter des fruits au développement durable. Donc, selon lui, quand on regarde donc la société actuelle et on regarde donc des principes qui existent, oui, les sociétés font, grâce à la RSE, du développement durable, ils apportent conséquemment pour le développement durable. Il a également présenté des courants liés à la RSE, et sur ce, il a fait part donc de l'ISO que vous connaissez, le 28000 qui parle de la question, et des politiques nationales en lien avec le développement durable, en présentant, en insistant sur le fait que l'absence de texte réglementaire, comme l'avait dit à un moment donné le docteur qui n'est pas là, docteur Tamboura, fait qu'il y a des difficultés à entendre que c'est une question contraignante. Enfin, nous avons M. Traoré qui représentait la Chambre des mines, donc qui a tout de suite invité les uns et les autres à regarder, à s'enquérir du rapport de l'ITE, parce que vous avez de nombreux chiffres qui, notamment, vous édifieront sur le fait que les entreprises minières apportent conséquemment pour le développement du Burkina Faso. Et sur ce, notons, parce qu'il a beaucoup insisté sur la terminologie, on l'a compris ici, que aujourd'hui les mines ne sont plus au stade de parler de la responsabilité sociétale des entreprises. Elles sont au stade où elles parlent de la licence sociale d'opérer. Voilà, la licence sociale d'opérer, parce que leur réputation compte énormément. Donc du coup, elles font tout pour que les actions soient ancrées dans le développement durable. Développement durable, sachant que on peut pas parler de développement durable sans également parler des objectifs de développement durable de 2030, qui sont des normes internationales liées aux Nations Unies. Donc du coup, les mines font conséquemment des actions, elles travaillent avec les populations, elles tentent
de respecter les obligations sociales. Il y a un certain nombre de leviers, en tout cas, qui existent, notamment le Fonds minier de développement local. Et il a précisé qu'il y a plus de 200 milliards qui ont été investis ces dernières années grâce à ce fonds-là. Donc les mines investissent conséquemment au niveau local déjà. Et vous avez également le fait qu'elles travaillent à ce que des parties prenantes sociales, donc locales, puissent être impliquées dans leurs actions, notamment en termes de services et de travaux. Vous avez à noter que 450 milliards ont été consentis aux entreprises locales. Donc le contenu local est très développé en termes de, on fait la promotion du contenu local. Et je pense qu'il y avait beaucoup à dire, mais nous n'avons pas assez de temps pour continuer dans son exposé. Je pense que les échanges et les questions que vous allez poser vont permettre à chacun des panélistes de revenir conséquemment sur ce qu'ils avaient apporté. Et donc sans trop tarder, je vais ouvrir avec leur autorisation, je pense qu'ils sont tous prêts. Voilà, on va ouvrir une liste où chacun de vous qui pourrait être intéressé va donner son nom, son prénom ainsi que la question pour que nous puissions ensemble vous édifier encore plus. Merci. Bien. D'abord, je dois dire que pour nous, lorsqu'un élément considéré hier comme relevant de la RSE se retrouve dans une loi, la notion de volontaire disparaît. Une loi, c'est une loi. Elle doit être mise en œuvre à travers des textes appropriés. Donc, on ne pourra pas dire que bon, c'est une façon de leur montrer comment on va faire. Montrer comment on va faire, là, ce sont les textes d'application qui vont préciser les modalités d'application de cette disposition, mais pas dans le sens de volontaire encore, mais d'obligation, parce que la loi doit être exécutée pour tout le monde. Si je comprends bien le premier intervenant, des ONG qui vont vers une entreprise minière, par exemple, qui bénéficient d'un financement pour des activités de sensibilisation ou bien d'activités génératrices de revenus au profit de la communauté, est-ce qu'on peut considérer ça comme étant de la RSE? Comme on l'a tous démontré tout à l'heure, il y a tellement de confusion dans ces concepts-là que tout est possible. Une entreprise minière, en dehors de l'argent qu'il a prévu pour son investissement dans son projet, met de l'argent à côté. Nous appelons ça, c'est de l'argent pour acheter la paix auprès des sociétés et après auprès des communautés, pour ne pas avoir des mouvements d'humeur qui vont bloquer leur activité. Alors, une entreprise minière peut juger que votre association sera bien indiquée, bien acceptée par la communauté pour mener telle ou telle activité pour qu'ils puissent avoir la paix. Donc, quelque part, ils sous-traitent avec vous. Mais ça dépend de où il a sorti l'argent. Si dans son fonds, lui, il a appelé ça fonds RSE, il va de soi que dans sa conception des choses, ce qu'il a fait pour vous là, c'est de la RSE. Je vais vous faire sourire un peu. Une année, nous avons examiné le rapport ITIE du Burkina et nous avons vu quelque part une société minière qui a écrit don de moutons au chef de village. Et il a mis le montant. Et il a inscrit ça dans les actions RSE. Donc, ils ont donné un mouton au chef de village. Il dit RSE. Deuxième ligne, don aux femmes pour organisation Djangioba du 8 mars. 200 000. Le montant est toujours resté dans ma tête. RSE. Donc, ça veut dire quoi? Même les petits cadeaux, ils appellent ça RSE. Donc, ça veut dire qu'il y a tellement de confusion que si vous avez bien suivi la démonstration tout à l'heure à travers tout un processus, vous comprendrez à quel moment on peut effectivement confondre la notion de RSE à d'autres types d'activités.
Alors, vous savez, les sociétés minières et moi, on n'a pas toujours la même façon de voir. Ça fait qu'on se contredit tout le temps. Monsieur Traoré, qui est là, et avant d'être aujourd'hui à Mana, a travaillé dans une mine où j'ai pu personnellement apprécier ses efforts en matière de combat pour soutenir les communautés locales qui étaient aux alentours de sa mine. Et j'ai la chance de connaître tous les sites miniers du Burkina Faso. Il n'y a pas un seul site que je ne connais pas. Et c'est pourquoi quand on parle de RSE dans le secteur minier, je dis allons cas par cas, pour qu'on apprécie. Parce que quand vous prenez 90% des sites miniers aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement durable. Au contraire, c'est la misère qu'on a créée au sein des populations. L'année dernière, nous avons fait une sortie avec l'ITE. Nous avons visité une mine pour apprécier la gestion environnementale. Nous avons visité la mine de 8h à 17h. Avec le ministère des Mines, le secrétaire général du ministère des Mines était avec nous. Mais à la fin, on était complètement découragés. Personnellement, je dis, si c'est ça, exploiter l'or, mieux vaut arrêter. Parce que si c'est comme ça qu'il faut gérer l'environnement et parler dans les bureaux de développement durable, mieux vaut arrêter. Parce que cette mine, par exemple, n'a rien de politique. Mais si vous l'invitez à une conférence comme aujourd'hui, elle va vous faire une très belle présentation. Nous faisons ceci, nous faisons cela. Mais allez-y voir sur le terrain. C'est autre chose. Donc, il y a des gens, des mines qui font des efforts, mais il y a des mines aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que les communautés les ont acceptées. Ce n'est pas vrai. Donc, prenez cas par cas et vous aurez à bien apprécier. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que la RSE est un élément de développement durable? Je pense que c'est ce qu'on tente de dire. Hein. C'est exactement ce qu'on tente de dire. Alors, les défis environnementaux, j'en ai parlé tout à l'heure. Parce que là où je ne m'entends pas avec les sociétés minières aussi, c'est quand chaque fois elles disent « Nous avons investi tant de milliards dans le pays », elles ne disent jamais combien elles ont gagné. Elles ne disent jamais qu'est-ce que nous, en tant que communauté, nous avons perdu. On n'a jamais fait cette étude-là pour dégager ce qu'on a perdu, ce qu'on a gagné, pour voir si on gagne ou si on perd en exploitant l'or. Et à chaque fois, on met en avant, on a versé des milliards, mais comme ça sonne milliards, vous croyez qu'on gagne. Ah, il faut faire très attention. Aujourd'hui, effectivement, on peut reconnaître qu'avec les réformes que nous sommes en train de faire, avec les nouvelles autorités, on a pris du bon chemin. Je vous en parle parce que mes cheveux blancs, là, c'est venu du secteur minier. C'est là-bas que j'ai eu ça. C'est eux-là qui m'ont fait blanchir très tôt avant l'âge. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire des réformes pertinentes. Et j'ai toujours dit à l'État, les sociétés minières, c'est des gros commerçants. Et ils sont venus ici pour les affaires. Ils ne sont pas venus pour le développement durable. Prenons avec elles le maximum d'argent qu'on va prendre à travers les impôts, à travers les taxes, pour planifier nous-mêmes notre propre développement durable. Mais ce n'est pas leur mission première en venant ici. Ils ne sont pas venus du Canada pour ça. Mais c'est à nous de savoir nous organiser. Et je termine en disant que je suis parfaitement d'accord qu'il faut tropicaliser le concept de RSE. Le concept de RSE n'est pas différent des autres concepts qui nous sont tombés comme ça. Parce que c'est conçu par eux là-bas. Ils savent pourquoi ils ont conçu. Moi, je voyage beaucoup. J'ai fait pratiquement tous les 5 continents du monde.
Mais il y a des rencontres, quand vous allez là, c'est pour qu'on dise que les Africains étaient là. Pour valider leur carcan qu'ils ont conçu, pour vous mettre dedans. Et quand ça va revenir, puisque c'est comme ça qu'on vous a enseigné, vous commencez à avaler. Mais eux, ils savent pourquoi ils ont mis ça. Donc aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Lorsqu'un concept tombe comme ça, analysons pour voir qu'est-ce qu'on a voulu dire et comment on peut l'adapter à notre contexte. Si nous estimons que c'est une bonne chose, comment nous, on peut prendre ça pour que ça nous permette d'avancer. Mais si on doit rester dans la manière qu'ils nous ont enseigné, et que c'est ça que nous devons répéter, peut-être même sans connaître les enjeux qui sont derrière ça, ça va nous amener nulle part. Donc, une RSE tropicalisée, je suis parfaitement d'accord, et c'est effectivement ma façon de voir. Merci beaucoup. Je m'en vais donc apporter quelques éléments de réponse aux préoccupations des participants ici présents. Parlons de la préoccupation du process sous Beiga. Est-ce que une entreprise doit externaliser certaines activités ou certaines actions RSE? Je m'en vais dire que c'est oui, comme l'a si bien dit M. Hien. Si vous avez bien suivi la communication du docteur Tamboura, vous verrez que dans la mise en œuvre même de la RSE, il faut souvent faire appel à des experts. Voilà, parce qu'on prend le cas par exemple d'une société minière. La société minière a compétence d'extraire et de traiter son or. Si par exemple, dans la démarche RSE, il est question de doter les populations riveraines d'eau potable ou bien d'école, il faut bien que ça soit externalisé. Hein? D'abord même, dans la mise en œuvre même de la démarche là, il faut forcément qu'il y ait, qu'on ait des personnes, comment on peut dire, des structures extérieures. Et surtout, pour que certains investissements puissent rencontrer l'assentiment des populations riveraines, il faut qu'il y ait comment on appelle ça, des personnes venant même de ce milieu. Quand c'est par les pairs, facilement on comprend mieux. On ne dira pas que non, voilà, c'est quelqu'un de la mine, il est venu pour nous flouer, hein, il est venu pour nous... Voilà, ouais, non, donc c'est pour dire que si les associations ou bien les ONG qui sont dirigées par des membres de la population riveraine, leur confient certaines activités à RSE, si véritablement la démarche est menée, je crois que ça doit être. Le lien entre, M. Dera, le lien entre RSE et développement durable. Si vous avez suivi la communication du docteur Tamboura, c'est indissociable. C'est parce que chez nous ici, on a d'abord commencé à parler de développement durable et ensuite on parle de la RSE. Sinon, la RSE, c'est un outil qui permet de faire la promotion du développement durable. La RSE même s'appuie sur les piliers même, hein, le principe même du développement durable. Donc, on ne peut pas les dissocier comme ça. Bon, si vous voulez, on peut dire, bon, c'est développement durable, tout court. Voilà. Donc, si on dit qu'une entreprise pratique le développement durable, ça veut dire qu'elle pratique la RSE. Concernant M. Tony, c'est M. Tony, non? Vous dites que vous avez une unité de valorisation des déchets. C'est les ferrailles? Ou bien c'est... Voilà. L'autre chose, les huiles de vidange. Ouais, effectivement, ça fait partie des déchets miniers, ça fait partie des déchets dangereux. Et pour faire de la valorisation des déchets... Oui, vous voulez quelque chose? Il disait,
en plus de l'arrêté, si on pouvait aussi imposer la RSE. Ah, ok. Oui, bon. C'est juste. Mais lui, c'est pas ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. On a pu quand même mettre de l'ordre dans le secteur. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Avant, tous les déchets qui se trouvent dans la mine là, on confiait la gestion aux délégués de personnel ou bien c'est. Et en ce moment-là, ils se les partagent entre les employés. Et puis on sort, on vend. Au tout début, vous avez vu, on vendait les déchets là, un peu partout. Pourtant, la mine, tout ce qui sort de là-bas est potentiellement dangereux. Donc on ne peut pas donner à n'importe qui, il va sortir vendre ou bien donner à ses parents. Et moi, en tant que chef de service prévention de pollution des nuisances, de 2016 en 2024, mais combien de fois on a interagi avec les mines? Souvent, on peut s'asseoir, on dit non, qu'il y a un camion qui est venu du Mali et qui est en train de charger des déchets d'une mine au Burkina Faso, sans même que ces propriétaires des camions ne viennent vers nous. Bon, malheureusement pour les mines, comme c'est nous qui délivrons les avis techniques pour l'importation des produits chimiques qu'elles utilisent pour traiter leur or, vous vous comportez mal, nous on suspend, on ne vous délivre plus les avis techniques. Et c'est cette pression qu'on a utilisée pour mettre de l'ordre, pour dire que celui qui doit faire sortir des déchets d'une mine doit détenir l'arrêté dont il parle. D'abord, il faut faire l'arrêté, c'est sûr. Si par exemple vous faites du stockage, il faut faire une notice ou bien une étude d'impact environnemental du site où vous stockez. Et c'est ça l'arrêté. Maintenant, avec cet arrêté, il y a d'autres papiers que vous ajoutez et vous venez chez nous là-bas, on vous délivre ce qu'on appelle l'autorisation de collecte, de transport, stockage, valorisation et comme le traitement et valorisation des déchets. Selon que vous faites la valorisation, selon que vous faites seulement le stockage, on vous donne l'autorisation de travailler sur le secteur là. Donc c'est pour dire que nous venons de loin. Mais ce que vous dites, c'est une très bonne chose parce que la RSE, c'est vraiment le top. Voilà, c'est une bonne pratique. Et c'est très bien, on va y penser. Parce que il va falloir, s'il arrive qu'on arrive à élaborer le décret qui va rendre ça obligatoire, forcément, ça sera obligatoire pour tout le monde. Sinon, franchement, c'est un secteur, il faut vraiment mettre de l'ordre. Heureusement qu'à chaque fois que vous venez puisque c'est l'autorisation pour 1 an, à chaque fois que vous revenez, nous, on part visiter le site et on s'est rendu compte que certains jouent au plus malin. On peut leur délivrer l'arrêté sur un site, ils ne traitent rien sur le site là, ils continuent à polluer. Je prends le cas à Koudougou, pendant 2 ans, on délivrait l'autorisation à un monsieur qui fait la valorisation des huiles usées. Et il pollue tellement les 6 mètres là que ses voisins se plaignent tout le temps. Et je ne sais pas comment, quand nos agents partent, il ne sait pas si c'est de la corruption, mais c'est quoi. Il a un site, il les amène, il n'y a même pas de tache d'huile là-bas. Et il fonctionne. Donc moi, je n'ai rien compris. En tant que chef de service, la prochaine visite, là, j'ai envoyé une autre équipe qui est partie trouver qu'en réalité, il continue de travailler dans les 6 mètres, continue de créer des nuisances aux voisins, et il a laissé même là où il a fait les études là-dessus. Il y a un autre même vers cité Médecins Logement, là, vers les sapeurs-pompiers. Là. Comment vous voulez gérer des choses comme on appelle des batteries et vous videz l'acide là, mettre dans le canal? Ça ne peut pas fonctionner. Donc, on va y penser. On verra ce qui peut être fait pour les amener. En tout cas, ce qui est certain, si c'est obligatoire, ils seront obligés de suivre. Bien. Je voudrais terminer par la réflexion de M. Sédogo, qui disait que voilà, les entreprises qui paient les taxes, effectivement, je peux dire que c'est la première RSE. Mais bon, comme ça fait partie des obligations, voilà, parce que si vous n'êtes pas, puisqu'il y a un autre principe de la RSE, la gouvernance, la bonne gouvernance.
Ça fait partie de la bonne gouvernance. Si vous n'êtes pas, voilà, vous ne payez pas vos taxes, vous ne pouvez pas être un bon citoyen, donc vous ne pouvez pas être une bonne société pour le pays. Bien, je crois que je vais m'arrêter là, donner la parole à l'esclave qui va répondre aux autres. Merci bien. Monsieur le modérateur, vous savez que dans un village, il y a toujours un chef. Donc, étant le seul Traoré sur le podium, je suis le chef. Bon, on va en débattre un peu plus tard. D'accord. Donc, merci bien. Et je vais commencer par la discussion abordée par Jonas. C'est vrai, je suis totalement d'accord avec Jonas. Moi, je dis une société minière, c'est comme une société, quelqu'un qui a une boutique. C'est pourquoi c'est pour faire du business. C'est clair. Que ça soit mine, que ça soit boutique, quand je l'ouvre, c'est pour faire du business. Et en faisant du business, j'essaie de respecter la loi et j'essaie de voir comment aussi je peux avoir du profit. Donc, il est tout à fait normal que dans la recherche du profit, je ne peux pas investir un certain montant dans la RSE ou dans le développement durable. Donc, dans toutes choses, on a des bons élèves. Bon, on a aussi des mauvais élèves. Et ça nous fait un pincement au cœur à la Chambre des mines quand on pense que tout le monde est bon élève et à un moment, la société civile ou l'État nous dit que lui, là, c'est un bon élève. Mais soit, nous travaillons toujours avec les compagnies minières pour dire, travaillons à être des bons élèves. On n'a pas besoin de cacher parce que de plus en plus aujourd'hui, l'État a les moyens. L'État a recruté des agents qui sont permanemment sur le site. Donc, ça va amener les mauvais élèves ou les moyens à être efficaces. Aujourd'hui, j'applaudis la coulée de l'or, mais aucune mine n'est, je dirais, n'est folle pour couler l'or sans le ministère des Mines et puis l'État. Mais avant, on s'en foutait pas mal. Donc, vous voyez, on apprend, on peut apprendre dans la douleur, mais aujourd'hui, nous disons, nous applaudissons et tout cela, c'est avec vraiment les critiques, l'apport de la société civile et autres. Donc, nous sommes d'accord, nous reconnaissons, mais nous souhaitons que vous reconnaissiez aussi que nous sommes en train de faire beaucoup. Nous allons vers ce que vous souhaitez, mais il n'est pas toujours facile d'arriver à ce qu'on souhaite. Et parlant du processus d'externalisation, Jonas a répondu, je vais compléter, que même dans la mine, c'est de l'externalisation. Vous verrez des mines où tous les employés sont externalisés. Vous verrez des mines où la minière même, l'exploitation même de l'or, c'est externalisé. Ça n'appartient pas à la mine. Parce que chacun essaie de regarder là où elle a un gain. Donc, là où Jonas a vraiment bien abordé le sujet, c'est selon là où on prend l'argent pour mettre qu'on interprète étant de la RSE. Mais de plus en plus, nous disons entre nous quand on est en conclave avec les directeurs performance sociale pour dire travaillons à ce que notre management fasse la différence entre donation et investissement. C'est très important. Et on nous critique, mais c'est vrai. Donc travaillons à ce que dans notre plan de management, dans nos budgets, il y a la différence entre donation et investissement. Et on le dit, et moi, quand vous venez à Mana, dans mon budget 2024, je peux vous présenter, il y a donation à ses coûts, il y a investissement à ses coûts. Voilà. La donation n'a rien à voir, c'est comme on le dit en termes clairs, c'est voilà, c'est payer la paix, quoi. Voilà. Et c'est nécessaire, hein. Je pense que c'est nécessaire de payer la paix, c'est pas mauvais. Donc, la question sur les femmes. Vous savez, le secteur minier, les derniers tests nous disaient que c'est 9% de femmes. C'est parti d'une analyse quand j'étais dans ma seconde compagnie minière qui montrait que quand vous décidez d'offrir des formations, par exemple, à une communauté, vous dites, nous voulons former 10 dampéristes ou bien 15 agents opérateurs d'usine. On vous envoie que des hommes, pas de femmes. Et cela, moi, dans ma ancienne compagnie minière, ça nous a amené même nous-mêmes d'amener les communautés à apporter des femmes en donnant des quotas. Parce qu'aujourd'hui même, sur le plan international, les compagnies minières, le volet genre est très apprécié. Donc, chaque compagnie minière a son sein à essayer de développer une politique qui favorise la femme.
L'une des premières, c'est quoi? C'est le recrutement. À compétence égale, on prend la femme. Parce qu'on est convaincu que femme, dans le domaine du travail, peut faire ce que l'homme fait. On est totalement convaincu. Donc, dans le cas du recrutement, c'est peut-être, quelqu'un dirait que c'est de la ségrégation, ou en tout cas, elle est positive pour nous. C'est pour nous permettre d'augmenter nos taux de femmes dans le secteur minier. Parce que nous savons que la nature aussi n'a pas tout facilité à la femme. Et cela nous en vient à voter le deuxième volet qui est l'accouchement. Dans beaucoup de compagnies minières, là-bas aussi il y a des bons élèves comme il y a des mauvais élèves. Dans la compagnie où je suis, c'est 11 mois de congé de maternité. Je peux le dire comme maternité. Parce que tu as les 3 mois de congé que la loi te confère. Tu as 1 mois de congé. Et la mine Endeavour te donne 6 mois de congé où tu prends ton salaire. Et dans ce domaine, je pense que la mine, une des mines Essakane est la meilleure, elle est à 12 mois. Donc, tu peux même revenir après 12 mois récupérer ton poste. Bon, dans ça aussi, il y a des femmes, j'étais dans une compagnie minière où cette loi existait, et après le congé de maternité des 3 mois, la mine te donnait 6 mois avec demi-salaire, après 6 mois sans salaire, et après tu revenais. Je vous avoue que on a eu une collègue qui, après ces 12 mois, est revenue enceinte de 6 mois. Non, c'est sérieux, hein? C'est sérieux. C'est sérieux. Et je pense que généralement, dans les mines, c'est des politiques de 2 ans, de 4 ans renouvelables. À la fin de la politique, là, ils n'ont plus renouvelé. Donc, il y a son revers de la médaille. Mais aujourd'hui, nous reconnaissons que nous-mêmes, à la Chambre des mines, on travaille à ce que les compagnies minières puissent faciliter l'intégration, puissent permettre à ce que la femme demeure davantage dans le secteur minier. Et le revers, c'est ça. On a beaucoup de femmes qui démissionnent juste parce que les conditions ne sont pas favorables. Donc, mais nous y travaillons. On ne dit pas que c'est meilleur, mais nous travaillons à ce qu'on puisse encore davantage faciliter pour que la jeune féminine puisse être beaucoup plus représentée au niveau du secteur minier. Politique des jeunes. Je ne connais pas, en tout cas, je ne l'ai jamais appliqué une politique des jeunes. Je ne connais pas une mine non plus qui a une politique des jeunes. Là, on rentre dans une division. Pour le moment, en tout cas, ça n'existe pas. Nous avons une politique de stage. Nous avons une politique de recrutement local. On a une politique de santé-sécurité. Mais une politique qui vise, qui peut dire que les jeunes... même Jonas, il est jeune. Il a des cheveux blancs, mais il est jeune. Si tu dis qu'il est vieux, il va se fâcher. Donc, jeune là même, c'est quel âge? On va commencer à se faire la bagarre dessus. Donc, il y a une politique de recrutement d'emploi pour tout le monde. Donc, je pense que c'est bon qu'on reste dans ça, hein, et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la présence, hein, des jeunes et donner des plus de stages aux jeunes au niveau des compagnies minières. Pour moi, je pense que c'est ça qui sera meilleur. Et enfin, pour terminer sur la question de Sénégo, je suis persuadé que de plus en plus, les compagnies minières, comme je l'ai dit, ont appris à leurs dépens. Et rappelez-nous des compagnies minières dont on bloquait les routes il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, qu'on empêchait de produire. Aujourd'hui, je pense que je ne dis pas que c'est fini, ça n'existera pas, mais je dis que aujourd'hui, chacun a appris à écouter l'autre. Les sociétés minières, de plus en plus, ont appris à écouter la société civile. Les sociétés minières, de plus en plus, ont appris à respecter l'ensemble des parties prenantes. Et c'est ainsi que nous avons aussi compris que c'est dans cela que nous allons produire dans la durée, dans la paix, au bénéfice de nous tous. Donc, je suis persuadé que nous trouverons toujours un juste milieu entre les besoins exprimés par les communautés et les possibilités financières
de la compagnie minière en cas d'expression des besoins. Et qu'on restera toujours dans le cadre de protéger les ressources des générations à venir. Merci bien. Okay. Merci bien, chers panélistes. Merci pour vos réponses aux questions. Merci bien sûr au public ici présent qui a posé des questions très intéressantes d'ailleurs. On va peut-être passer à la seconde phase des questions. S'il y a encore des questions, notamment, ça pourrait susciter encore plus d'échanges, mais on n'a pas plus de 5 minutes, semble-t-il. Voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être 3 questions supplémentaires au maximum? S'il y en a, il n'y a pas de problème, on pourra les prendre. On va aller droit au but et puis on va clore. Voilà, donc on voit un doigt au fond. S'il vous plaît, pouvez-vous lui passer le micro? Je reviens sur une autre question encore qui me préoccupe vraiment. Ok. Par exemple, comme ça, lorsque le monsieur en blanc, excusez-moi, il développait que les compagnies minières ne sont pas là pour nos beaux yeux. Moi, je me dis que normalement, c'est depuis le contrat. On n'a qu'à essayer de revoir même les contrats qu'on signe avec les compagnies minières. Parce que lorsqu'ils quittent les solaires pour venir au Burkina Faso, ce n'est pas pour nos beaux yeux, ce n'est pas pour venir nous développer, c'est pour se développer eux-mêmes. Donc moi je me dis, normalement c'est dans le contrat qu'on doit les imposer. Parce que les compagnies minières, et leur souci, ce n'est pas vous développer, vous aider. Et ils s'en foutent de vous. C'est faire leur business comme ils disent, no putting business comme ils le disent. Donc moi je me dis que normalement c'est dès le contrat qu'on doit essayer. On n'a qu'à refaire même des contrats. Ce n'est pas forcé que nous utilisons les contrats d'autres pays. Au Burkina Faso, nous pouvons cesser à établir nos contrats par rapport à nos réalités. Et même dans le développement durable, moi je me dis que ça doit se faire pas à la fin de la mine. Normalement, c'est lorsque même la mine commence à travailler, chaque année, il y a un fonds qui doit être utilisé pour le développement durable. Et chaque année, ça doit se faire. Si, par exemple, comme ça, ils travaillent une année, il y a un budget qu'on doit utiliser dans les taxes. Et puis, si on doit construire des routes, faire beaucoup de choses. Donc, faut pas, on va laisser que, non, à la fin de la réhabilitation de la mine, on va essayer d'arranger ça. Non, moi, je me dis que ça doit se faire spontanément. Ça veut dire que chaque année, lorsque les mines exploitent, dans la même année encore, on investit et puis on développe. Comme ça, lorsqu'ils vont partir, on sait que l'argent là, ça s'est rentré dans quelque part. Donc, moi, je me dis qu'on doit revoir nos contrats. D'accord, merci bien. Ce sont des recommandations, on va bien les noter. Y a-t-il une dernière question? Non? Oui? D'accord. Merci et encore une fois, félicitations aux panélistes. C'est juste pour... je suis Ouedraogo Lamoussa Barthélémy, chef de département au secrétariat permanent de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, SPITIE. C'est juste pour revenir sur les aspects de chiffres, pour dire qu'effectivement l'ITIE fait un suivi assez minutieux des dépenses qui sont faites dans le cadre de la RSE au niveau des sociétés minières. Et en ce qui concerne l'année 2023, il faut dire que ce montant-là a été assez faible parce qu'il a été autour de 832 millions que nous avons relevé. Voilà, pendant que celui obligatoire au niveau des communautés se lève à plus de 1 milliard, autour de 1 milliard 650. Alors, vous avez un détail. Nous avions, dans les travaux, tenté de les organiser par secteur. Et ce que M. Yen soulève est réel, puisqu'il y a certaines activités où il est assez difficile de pouvoir les loger dans des secteurs donnés. Voilà. Et on comprend aussi que c'est dans la réalité de l'investissement ou dans la réalité du milieu que la société minière fait son RSE. Donc, le mouton au chef, ça s'impose souvent à lui. Donc, voici les chiffres pour l'année 2023. Et les détails, vous pouvez les avoir dans le rapport ITIE, donc de façon assez détaillée par secteur. Merci beaucoup. Voilà, merci bien aux représentants de l'ITIE. Je pense que c'était le dernier point de vue, l'apport supplémentaire. Et rapidement, nous allons conclure. Nous allons conclure parce que nous avons eu des échanges très intéressants. Et la substance, en tout cas, des réponses nous a donné entrevoir des échanges très lumineux, on va dire ça comme ça. Parce que le doyen, tantôt, a rappelé à quel point la notion
la notion de RSE étant subjective, on peut également avoir beaucoup d'entendements différents. Donc, ce qui fait que c'est au cas par cas qu'on va regarder souvent. Et n'empêche, hein, la réalité nous rattrape toujours, à tel enseigne que, au niveau de la Chambre des mines, ils font beaucoup de plaidoyer auprès de leurs membres pour que ceux-ci appliquent les meilleures pratiques. Au-delà de tout, il faut respecter aussi et dire que il y a des travaux qui sont opérés pour qu'il y ait des alliés, que les entreprises soient considérées comme des alliés à un moment donné quand on entend les échanges et puis les réponses données. Parce que effectivement, la sous-traitance est devenue une règle à un niveau, au niveau des mines. Hein. C'est une règle et l'externalisation fait partie de leur outil de travail. À tel enseigne que vous avez remarqué qu'il a été dit que les mines souvent sont presque à 100% externalisées. Mais n'empêche, ça n'empêche pas que les résultats soient atteints et que la RSE soit toujours prise en compte pour le bénéfice de tous. Voilà. Donc, Monsieur Traoré a beaucoup insisté sur le fait qu'ils ont appris de leurs déboires. Voilà, parce que les mines ont durant des années connu des différends auprès des localités, des différends avec les communautés. Mais aujourd'hui, la cohésion, en tout cas, semble être une réalité. Et nous allons travailler toujours dans la construction, comme un des participants l'a fait savoir ici, parce que il travaille à ce que des terminologies ne soient pas, qu'il n'y ait pas d'amalgame dans les terminologies, notamment en utilisant la terminologie donation dans certains cas, pour qu'on puisse faire la part des choses entre la donation et les investissements quand ils le font conséquemment dans leur budget. Donc c'est très important à citer également que les femmes sont prises en compte, voilà, dans les mines, et qu'il y a des politiques d'intégration, de discrimination positive, ce qui doit forcément être une réalité quand on sait que les femmes n'ont pas forcément les mêmes avantages sociaux. Il est important aujourd'hui que l'on en parle. Et donc, du coup, je vais terminer en disant merci à nos différents panélistes, notamment M. Jonassien, qui est le directeur des programmes de l'ONG Orcad, ici présent. Également notre M. Sommet, qui est expert, donc également inspecteur technique au niveau du ministère de l'eau et de l'assainissement. Enfin, M. Traoré, qui est donc le responsable RSE auprès de la Chambre des mines du Burkina Faso. D'accord. Et nous allons également vous remercier tous pour les questions qui ont été posées et toute la participation active qui a eu lieu. Donc merci, nous allons mettre fin ainsi donc à notre panel. Merci.